La Manufacture RH vous présente 13e mois. Que le DRH connaisse le salaire de tout le monde, ça c'est normal, mais tout le monde connaît le salaire du DRH. 3 vertus, moi j'aime bien dire c'est un peu les 3 S. C'est plus simple, c'est plus sain et c'est plus sexy. Et donc ça évite aussi le côté radio moquette où à la machine à café on dit ah, tel nouveau il paraît qu'il a un salaire énorme. En général, ça renvoie quand même une image qui est de dire s'ils sont capables de faire ça, derrière, ça doit être énormissime. En plus de ça, on va un peu plus loin, on a un processus de recrutement qui est aussi assez original, qui se termine pour tous les recrutements de personnes en CDI par ce qu'on appelle le grand oral. Moi, il y a un truc que j'avais pour habitude de dire quand j'étais DRH sur le côté une entreprise n'est pas une maternité. Alors là, t'es bien installé sur ta chaise, je partage ça, mais c'est que c'est un truc un peu spécial. Le comité de croisement permet aux collaborateurs de Lucas qui ont plus de 3 ans d'ancienneté de décider par eux-mêmes du salaire qu'ils souhaitent. Papa, c'est vrai que tu licencies des gens ? Ça, c'est tout simplement la question que ma fille m'a posée un matin sur le chemin de l'école alors que j'étais DRH. Bon, je lui ai évidemment expliqué que mon métier allait bien au-delà des licenciements, que c'était l'art de construire des équipes exceptionnelles, de développer des talents et de cultiver le leadership en entreprise. Mais ça m'a confronté une fois de plus à la mauvaise réputation de mon métier. Depuis, j'ai donc œuvré à faire briller la fonction RH pour aider les DRH à bâtir des équipes qui reflètent leur vision et à développer leur propre leadership. Je suis Flaubert, le fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions RH. Et je suis ravi de vous accueillir dans 13e mois, le podcast qui décrypte l'excellence RH. Grâce à des interviews de DRH inspirants, des conseils concrets et des chroniques d'actualité, vous aurez toutes les clés pour comprendre les tendances et innover. Allez, laissez-vous inspirer et venez intégrer notre communauté RH pleine d'énergie. Bonjour Charles. Bonjour Flaubert. Bienvenue dans 13e mois, le podcast qui décrypte l'excellence RH. Alors dans la vie, il y a ceux qui prennent l'escalier et ceux qui prennent l'ascenseur. Toi, c'est un ascenseur supersonique que tu as pris pour mener ta carrière. Bon, déjà, tu as un background académique qui fait pâlir d'envie le chasseur de tête que je suis. Centrale Paris, Columbia pour les mathématiques appliquées et Sciences Po, que de belles adresses. Mais, car il y a un mais, comme dans toute histoire d'homme avec un grand H, il y a un moment où la machine s'enraye et où un truc se casse. Toi, ça a été en 2017, l'année où tu as fait un burn-out, un coup du sort qui a réorienté ta fusée professionnelle. Comme le dit le proverbe, à quelque chose malheur est bon, et c'est donc souvent au cœur de la tourmente que naissent les plus belles initiatives. Et toi, tel Elon Musk qui crée une société dès qu'il rencontre un problème, tu transformes cette épreuve en tremplin et tu crées Bloom at Work, une solution qui permet de prendre le pouls des équipes et d'agir sur leur bien-être et leur engagement. Bloom at Work est racheté en 2021 par Lucas et tu intègres donc leur équipe comme chef de produit engagement avant d'être nommé DRH en mars 2022. En voyant ton parcours, Charles, je me dis qu'il est loin le temps où les DRH se devaient d'avoir un parcours classique. Toi, ton parcours te place non seulement parmi les étoiles, mais je dirais même que tu es une météorite dans le ciel DRH. Tu aimes d'ailleurs te définir comme un méta-DRH, un expert RH dans une entreprise qui conçoit des outils pour les RH. Dans cet épisode, on va explorer une question qui mêle mathématiques et management puisque nous allons parler transparence sur les salaires et nous avons également choisi d'aborder un sujet qui monte, celui de l'absence de variables dans les politiques de rémunération. Mais avant tout cela, qui es-tu, Charles de Fréminville ? Je suis pas Elon Musk, pas encore, enfin pas du tout d'ailleurs, et merci pour cette introduction qui me flatte, et j'espère ne pas être dans les étoiles. En tout cas, il y a Jaurès qui disait qu'il fallait avoir la tête dans les étoiles mais les pieds sur terre. C'est ça. Et ça me semble important. Et qui je suis ? Moi je suis quelqu'un qui est passionné par son métier, qui a surtout on a découvert un nouveau. Je suis donc DRH de la société Lucas depuis maintenant 1 an et demi, bientôt 2 ans. Et effectivement, comme tu disais, je suis un méta-DRH, je suis même un néo-méta-DRH. Néo parce que je le fais depuis très récemment et méta parce que je suis DRH dans une société qui crée des logiciels pour les RH. Alors, je voudrais quand même qu'on revienne sur ce parcours. Bon, déjà, je disais de belles adresses, mais bon, t'as quand même fait des universités, des écoles qui sont prestigieuses. Est-ce qu'à un moment donné, quand tu as fait ces études-là, tu t'es dit, tiens, un jour, je serai DRH ? C'est marrant que tu me poses cette question, car
oui, je me souviens à Centrale d'une table ronde sur c'est quoi le métier de DRH et pour la première fois de ma vie, j'étais allé voir l'intervenant à la fin et je lui avais dit j'aimerais bien juste parler avec vous de votre métier. Et donc on avait repris ensuite un café d'1 heure pour voir ce que c'était DRH. À l'époque, je devais avoir 20 ans. Et puis les études se sont faites. J'ai fait du conseil, donc moi après les écoles et les études, donc rien à voir. Et c'est vraiment un coup du sort qui fait que je suis devenu DRH. J'en étais le premier surpris pour tout te dire. Et tu sentais, il y avait déjà un peu dans ce que tu as fait avant, mais chez McKinsey par exemple, il y avait un peu déjà d'accointance sur la partie RH ou alors pas du tout à ce moment-là? Oui, un petit peu. Donc en fait, dans ce cabinet de conseil, on se spécialise progressivement sur des thématiques et des secteurs. Et moi, pour le coup, j'étais spécialisé sur quelques secteurs, mais en tout cas sur une problématique qui était les problématiques d'organisation des sociétés. Et donc c'est là où je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'on va arriver à faire un organigramme qui fonctionne, comment est-ce qu'on gère des transitions pour des collaborateurs. Et donc j'avais effectivement cette fibre un petit peu humaine qui était importante. Mais je pense que le moment où j'ai embrasé, on va dire, la voie RH, c'est quand j'étais entrepreneur sur ces thématiques-là et la thématique du bien-être au travail qui est clé à mon sens. Alors, quand j'expliquais ton parcours, donc en effet, il y a ce côté, et c'est aussi ce qui rend humain ce que tu as fait. C'est voilà ce côté 2017, coup de moins bien, burn-out. Et derrière, c'est une réflexion que tu as par rapport à ça pour créer Bloom at Work. Ouais, c'est même encore plus pragmatique que ça. C'est aussi paradoxal que ça peut être. Je trouve que ce coup de moins bien était bien géré par la société. D'une part, parce qu'on a pu détecter le problème assez tôt. Et en fait, il y avait un mécanisme similaire à Bloom at Work chez McKinsey qui permettait en fait de prendre le pouls des collaborateurs en continu. Et donc moi, j'ai pu exprimer en fait le fait que concrètement, je perdais le pied assez rapidement. Et je me suis dit, mais ok, les conditions de travail étaient ce qu'elles étaient, elles sont pas top. Mais l'idée de garder cette porte ouverte pour que les collaborateurs puissent échanger et livrer leur feeling, entre guillemets, est essentielle. Et il faut que le plus grand nombre en bénéficie. Et donc, c'est ce qui a été une de mes envies de me lancer dans l'aventure Bloom avec une équipe resserrée dès le départ. Ok, écoute, merci pour le partage de ce parcours et de ta vie. Moi, j'aime toujours bien, et alors surtout, ça va être super intéressant d'avoir ta vision à toi. J'aime bien commencer les épisodes quand je rencontre un ou une DRH par sa vision du métier de DRH. On peut prendre 10 personnes, elles vont nous dire certainement 10 choses différentes. Et toi qui embrasses cette fonction depuis quelques mois, années maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, c'est quoi être DRH en fait? Ouais, alors, je peux peut-être te dire comment en tout cas j'ai pris ce poste et comment ça m'est venu. En fait, moi je suis venu avec une feuille de mission, une fiche de route assez claire. C'est le jour où notre CEO Gilles nous dit, voilà Charles, là pour la première fois de son histoire, Lucas va lever des fonds. On va lever 65 millions d'euros. Aujourd'hui on est 300, on était en 2022. En 2025 on va être 900, donc on va faire x3. Et on veut arriver à faire ça en ayant les meilleurs et en gardant notre culture. Et ton job, c'est juste rendre ça possible. Sympa comme feuille de route à la base. C'est absolument génial. Et je signe direct. Et donc c'est effectivement un truc qui m'a vraiment stimulé. Et donc je pense que ma vision de mon job, en tout cas, elle est assez orientée autour de ça. C'est un job de DRH, même plus de start-up, mais de scale-up. Donc ces sociétés qui ont vocation à scaler, à grandir et à passer à l'échelle rapidement. Et donc mon job en tant que DRH, c'est d'aider à orchestrer une équipe de spécialistes, parce que moi je suis pas un spécialiste du métier RH. En revanche, j'ai pu aider, enfin je l'espère, mes équipes de RH sur le terrain qui aident les collaborateurs, qui recrutent, qui s'occupent des locaux, qui gèrent leurs contrats, à mettre en place les processus et la gestion de projet pour qu'on puisse le faire à plus grande échelle et de manière plus efficace. Donc mon rôle était presque celui d'un chef d'orchestre, chef de projet, d'expertise RH, avec cette vision, en essayant d'être l'humble, on va dire, garant du temple sacré Lucas, parce qu'à nouveau moult humilité sur ce que j'ai pu faire par le passé, puis moult humilité sur ce que j'ai pu faire chez Lucas, parce que je suis aussi le dépositaire en fait d'une culture de plus de 2 décennies. Et donc moi mon rôle c'est d'essayer de faire perdurer ça en gardant cet ADN. Donc j'ai dans tout ce que j'ai parlé, j'ai pas construit grand chose, mais j'essaie de faire vibrer ces choses-là le plus fort possible, le plus longtemps possible. Génial. On sent en tout cas dans ton discours cette humilité. C'est en tout cas ton parcours est impressionnant. Autre petite question, toi qui ne viens pas du monde des RH,
Est-ce que tu te dis, OK, dans l'équipe, je suis assez ouvert aussi pour prendre des gens qui ne viennent pas spécialement du monde des RH? 100 fois. On recrute actuellement dans l'équipe RH et donc je serais absolument ravi que des gens viennent d'ailleurs. Et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent demain devenir RH, qu'ils n'hésitent pas. On a dans notre équipe quelqu'un qui, après avoir fait de la vente, a rejoint nos équipes d'office management. Elle performe au top, donc félicitations à elle. Et donc voilà, si peut-être que demain vous faites quelque chose qui n'a rien à voir avec le schmilblick, et tentez votre coup. Et puis chez Lucas ou chez d'autres personnes qui sont assez ouvertes pour tenter ça, je pense que la RH c'est une fibre autant qu'une compétence. Et chez Lucas, on aime bien dire qu'on recrute des potentiels avant même de recruter des compétences. Donc dans une perspective de long terme, tous les parcours sont envisageables si on prend le temps de la formation et la patience pour transmettre notre passion RH. J'adore le côté faire des ressources humaines, c'est déjà avoir cette fibre humaine, évidemment, mais ça va mieux en le disant, comme on dit. Ok, alors justement, parlons maintenant de Lucas, connu, très connu, tout le monde ne connaît peut-être pas. Allez, tu peux nous dire quelques mots sur cette fabuleuse histoire qu'est Lucas? Ouais, ça pour le coup, c'est effectivement vraiment extraordinaire ce que l'entreprise a pu réaliser. Une entreprise un peu visionnaire, parce que Lucas a été créé il y a plus de 20 ans maintenant, en 2002, si je dis pas de bêtises. Donc 21 ans de maison maintenant. Notre métier, nous, c'est simple, c'est d'aider les entreprises à être plus productives en les aidant à mieux gérer et à automatiser des tâches RH et administratives. Donc très concrètement, je veux poser un congé, je veux faire mes notes de frais, je veux faire mes entretiens annuels, je veux préparer mes éléments variables de paie. Eh bien, grâce à Lucas, j'arrive à faire ça de manière plus efficace, plus rapide, plus automatisé quand il faut l'automatiser. Et ça permet à nos maintenant plus de 7000 clients et près de millions de collaborateurs qui utilisent nos solutions, juste à pas trop se tracasser à ce sujet-là. Et au RH, de passer du temps sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire pas faire le reporting, mais se soucier des collaborateurs au quotidien. Et donc on fait ça depuis tout ce temps-là. On construit avec amour nos logiciels, toujours aussi sur une perspective de temps long pour faire les meilleurs logiciels possibles. Et aujourd'hui, on est 550 collaborateurs, donc on est un peu à mi-chemin sur cette route vers le 900. Tout à fait. On est à peu près en ligne, donc c'est pas trop mal grâce à nos super équipes de recrutement. Et voilà, et on est présent alors à la fois en France, à Paris, Nantes, Marseille et Toulouse. On a un bureau en Espagne, à Barcelone, un bureau en Suisse, à Genève. On va essayer d'ouvrir de nouveaux pays rapidement. Et puis on a surtout des collaborateurs dans près de 130 pays qui utilisent nos solutions. Donc c'est une belle histoire. Très belle histoire. Si je résume en disant, Lucas, c'est un SIRH nouvelle génération. Ça me va bien. Ouais. Je pense que ça se fait. Alors SIRH, ce qui est assez intéressant, c'est que la place de la fonction financière est aussi intégrée. Okay. Et souvent dans des petites structures, les notes de frais, parfois c'est les RH qui les font. Donc nous on aime bien dire c'est une plateforme RH et financière, parce qu'on peut gérer ses achats, ses notes de frais grâce à Lucas également. Donc SIFRH, je sais pas si ça se dit. En tout cas, et il y a un côté aussi que vous mettez en avant. Je me rappelle, c'est que ces outils-là, ces plateformes, ont pas besoin d'être chiants à la base et qu'on peut avoir un truc qui est plutôt ludique, qui peut se construire par briques. C'est un peu ce que vous mettez en avant également. Ouais, ça. On aime bien dire qu'on aime bien construire des logiciels qui sont ni gris, ni moches, ni tristes. Ouais, c'est ça. Et c'est malheureusement, c'était un peu le standard il y a quelques temps. Donc nous, on essaie de casser tout ça et ça explique notre belle croissance puisqu'on double de taille tous les 2 ans. Voilà, donc ça fait une belle croissance. Bravo, très bien. Et puis, en effet, vous aidez les RH à mieux faire leur job et être encore plus présents auprès des équipes et à se concentrer sur le vivant de l'entreprise, comme j'aime à le dire. Donc ça, c'est vraiment top. Donc on a décidé dans cet épisode d'aborder 2 sujets qui sont liés. Le premier, c'est la transparence en matière de salaire. Ça, c'est un sujet. J'avais déjà un peu abordé ça dans un des épisodes avec Marc-Henri, le DRH de Rémi Cointreau. C'est un sujet qui est en train de monter, on entend un peu parler à droite à gauche. Cette suppression de ce tabou en fait, parce que c'est un tabou en France de se dire non, on parle pas salaire, déjà entre amis, on a du mal à en parler dans l'entreprise. Alors ça part d'où et c'est quoi exactement? Ça veut dire que moi je rentre chez Lucas, je m'assieds et je sais quel est le salaire du collègue qui est à côté? C'est exactement ça. Dès ton premier jour chez Lucas, que tu sois stagiaire, collaborateur individuel, manager ou le nouveau big boss, tu pourras te connecter donc justement sur la plateforme Lucas. On a un logiciel qui s'appelle Paga Rémunération
Et là-dessus, tu peux voir la situation individuelle de tous les collaborateurs de la société. Tous. Donc je tape un nom. Tu tapes un nom, On me tu donne dis le Charles. salaire. Ok. Donc que le DRH connaisse le salaire de tout le monde, ça c'est normal. Oui. Mais tout le monde connaît le salaire du DRH également chez Lucas. Et donc il tape Charles de Fréminville. Et là, il voit ma rémunération aujourd'hui, mais aussi mon historique. Et tout ça, c'est transparent pour tout le monde. Voilà. Ça fait combien de temps que ça a pas toujours été comme ça? Ça a toujours été comme ça. Et c'est là où c'est assez brillant et tu vois, moi je suis dépositaire de cet héritage-là, mais c'est génial parce qu'on le verra, c'est pas évident à mettre en place, mais enfin je l'imagine, mais effectivement ça a toujours été comme ça et c'est même une règle claire dès qu'on recrute un collaborateur, on lui parle de cet élément-là, qui est un élément de notre culture. Parce qu'en fait, pourquoi on a fait ça? On n'a pas fait ça juste pour la mode. Nous, on croit fondamentalement dans la valeur de la transparence. Et cette transparence, elle s'incarne à la fois dans la transparence sur la santé de l'entreprise. Donc, nous, on va partager combien on a réussi à vendre de contrats cette semaine, c'est quoi l'état de notre trésorerie. Donc ça, c'est transparent toutes les semaines ou tous les mois sur notre channel interne. On est aussi transparent sur la décision qu'on prend. On veut ouvrir un nouveau pays, en fait, notre CEO va prendre la parole devant tout le monde et dire, voilà pourquoi on a choisi tel pays, pourquoi on va y aller, comment on va y aller. Et puis, on va être transparent sur les salaires. Et donc, c'est, j'allais dire, une transparence, pas juste sélective, mais plus globale. Et on pense que que ça a 3 vertus. Moi, j'aime bien dire, c'est un peu les 3 S. C'est plus simple, c'est plus sain et c'est plus sexy. Alors, c'est plus simple parce que déjà, avis à tous les RH qui nous écoutent, mais on est d'accord que c'est quand même assez galère de se dire, alors non, ce salaire, un tel et un tel, ils ont le droit de savoir quel est le salaire de cette personne, mais par contre, tel autre, ils n'ont pas le droit. Donc, arriver à gérer l'administration des droits autour de différents salaires, c'est quelque chose qui est compliqué, qui crée de la frustration. Quand on a un document avec le salaire de tout le monde, on ne sait pas si on peut le partager ou pas. Moi-même, la semaine dernière, je dînais avec un ami qui a reçu un fichier Excel. Ah, le fameux fichier Excel qu'il aurait pas dû recevoir. Voilà, il a reçu un tableau croisé dynamique. Mais il avait pas, celui qui avait transféré n'avait pas oublié qu'on pouvait double-cliquer et ainsi voir la situation individuelle de toutes les personnes du tableau. Donc, tout ça, ça crée de la complexité. Oui. Donc, la transparence, ça rend ça plus simple. C'est aussi plus sain parce que ça permet de garantir quelque chose qui semble évident, mais qui est de facto matérialisé grâce à la transparence. C'est le fait que, à qualification égale, salaire égal. Et là, il n'y a pas de débat. Ça veut dire, ok, moi je sais que j'ai telle qualification, chez Lucas, ça vaut tel salaire. Exactement. Okay. Je suis un commercial niveau confirmé. Je sais comment va être calculé mon salaire et je vais pouvoir vérifier que tout le monde est calculé de la même façon. Donc, comment va être calculé mon salaire? Ça, c'est le rôle d'une grille de salaire qu'on met à jour 2 fois par an et qui est transparente. Donc, non seulement je sais, entre guillemets, ce que j'ai aujourd'hui, mais je sais ce que je pourrais avoir demain si j'ai une promotion. Et puis ensuite, je peux voir effectivement les éventuelles différences. Et s'il y a une problématique, elle nous sera remontée tout de suite. Ça, il n'y a pas de souci. Et donc, ça évite aussi, je veux dire, le côté radio moquette où à la machine à café, on dit ah ouais, mais un tel nouveau, il paraît qu'il a un salaire énorme. Donc ça, c'est finito. Et puis le 3e point, c'est aussi le côté, j'allais dire, plus sexy. Je pense que c'est plus attrayant pour un collaborateur, en plus d'avoir la visibilité sur les salaires dans son entreprise, plutôt que d'avoir une sorte de black box dans lequel on ne sait pas tellement à quelle sauce on pourrait être mangé lors des prochaines évolutions. Et puis c'est aussi plus sexy parce que, soyons clairs, nous, les candidats qui viennent nous voir, aujourd'hui, ils sont attirés par cette valeur de transparence pour les salaires, mais pour les autres dimensions donc, que j'ai évoquées. Et donc, le fait de pouvoir capitaliser sur notre culture, c'est quelque chose qui, moi, me semble intéressant et qui permet d'attirer les meilleurs talents parce qu'aujourd'hui, on recrute 250 personnes chaque année, on veut que ce soit les meilleurs. Donc, tant mieux si ça attire les meilleurs. Ce que tu es en train de nous dire, là, je l'entends un peu en filigrane, mais je voudrais juste être certain, c'est qu'il y a déjà une vertu, c'est que une entreprise qui est capable d'être transparente sur ses salaires, alors, ça plaît ou ça plaît pas à un candidat, mais en général, ça renvoie quand même une image qui est de dire, s'ils sont capables de faire ça, derrière, ça doit être énormissime. Oui, je pense que ça a un effet signal, effectivement, pour les candidats. Je pense que ça filtre aussi. C'est-à-dire que je disais plus sexy, mais c'est pas plus sexy dans l'absolu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pas être à l'aise avec cette idée. Et c'est OK. Et à ce moment-là, au revoir, on se quitte. On n'est pas amis. fait pour travailler Exactement. ensemble. Ça va dans les deux sens. Okay. Ça va dans les deux sens. Donc, effectivement, c'est un signal qui est positif, qui est envoyé au candidat. Mais c'est également, on va dire, quelque chose qui discrimine. Donc oui, je pense que ça donne, je pense, le message de tiens, cette boîte, elle est pas comme les autres. Et donc, ça attire l'attention. Et donc, moi, je suis même convaincu, s'il y a des gens qui cherchent un boulot en ce moment, ils se disent, tiens, ouais, effectivement, Lucas, transparence.
C'est pas juste une valeur affichée, c'est une valeur incarnée. Et cette différence-là, je pense elle mérite d'être mise en avant. Alors c'est vrai que nous notre job c'est de faire du recrutement et je suis certain que l'argument de dire à un candidat ou à une candidate OK et en termes de rémunération, la rémunération proposée c'est ça et d'ailleurs il y a une vraie transparence dans l'entreprise sur les salaires, c'est un vrai argument et il y a de l'attractivité derrière. Ça je pense que vous le notez ça. Oui, tout à fait. Enfin on a la chance d'avoir beaucoup de candidats qui viennent vers Lucas. On a plus de 400 personnes qui chaque semaine candidatent pour un poste chez Lucas, donc on en est très heureux et très flattés. Et en plus de ça, on va un peu plus loin. On a un processus de recrutement qui est aussi assez original, qui se termine pour tous les recrutements de personnes en CDI par ce qu'on appelle le grand oral. Le grand oral, qu'est-ce que c'est ? C'est une présentation du sujet, du choix du candidat devant une douzaine de Lucasiens de différentes équipes qui viennent écouter cette présentation et puis rencontrer le candidat, afin de garantir la bonne adéquation culturelle entre le candidat et Lucas. Et à la fin de ce grand oral, on pose différentes questions rituelles, dont une qui est les prétentions salariales du collaborateur. Mmh. Et donc, on veut aussi une transparence de la part du candidat, qui dise ouvertement, écoutez, moi, je pense que, vu le marché, vu ce que vous me proposez, je pense mériter tant. Et donc, on pose le sujet dès le départ. Donc, entre guillemets, le candidat, dès le processus, est un peu mis dans le bain, d'assumer face à des gens qui ne connaissent pas forcément très bien, moi, c'est ce dont j'ai besoin, ce que je veux, en tout cas, pour mon salaire. Donc, c'est aussi un truc qui marque. Et c'est pour ça que j'ai vu, dans les salles là, il y a une salle qui s'appelle le Grand Oral. En tout cas, c'est fléché, le Grand Oral. Exactement. Dans le coup, on a la salle du Grand Oral, qui est la salle où se déroule les Grands Orals, qui surplombe la station F d'ailleurs. Donc, c'est une salle très jolie et qui est une salle d'un rite initiatique. C'est formidable. Et pour tout vous dire, évidemment, vous avez compris, on enregistre cet épisode dans les locaux de Lucas, des très beaux locaux, en effet, tout près de Station F, bibliothèque François Mitterrand, endroit très sympathique. Ok. Je reviens aussi à une question. Quand tu disais, tout le monde connaît les salaires. Moi, il y a un truc que j'avais pour habitude de dire quand j'étais DRH sur le côté, une entreprise n'est pas une maternité. Beaucoup de collaborateurs se disent, je comprends pas, ils gagnent plus que moi, mais moi, ça fait 5 ans que je suis là. Faut juste rappeler que la personne, avant, elle a eu un parcours, elle a géré des dossiers. Comment vous gérez le fait que, justement, faut prendre en compte que cette personne a un passé et va avoir une rémunération qui va peut-être être plus élevée que la personne à côté de laquelle elle va être assise? Alors, il y a, je pense, 2 éléments de réponse à cela. Le premier, il est dans la prise en compte de ce qu'on appelle l'expérience sur la qualification. Et le deuxième, c'est le comité des plus de 3 ans. Alors, le premier point, la prise en compte de l'expérience sur la qualification. Je vais prendre un cas théorique. Mettons qu'on a 2 commerciaux juniors qui postulent chez Lucas et qui ont tous les 2 une offre d'emploi. Ouais. Mais il y en a un qui a déjà une première expérience de 2 ans. Mmh. On pourra valoriser cette expérience de 2 ans en disant, vous rentrez tous les 2 comme juniors, mais il y en a un qui, entre guillemets, va rentrer junior avec un équivalent première ou deuxième année pour valoriser déjà ses acquis. Donc, notre grille de salaire, elle permet de donner un niveau sur un métier, mais aussi, elle permet aussi de prendre en compte les années d'expérience sur ce niveau-là. Donc, ça permet de dire, on prend en compte cet élément-là, et donc l'ancienneté, l'expérience des collaborateurs. Le deuxième point, c'est le comité des plus de 3 ans. Alors là, t'es bien installé sur ta chaise, je le partage ça, mais c'est un truc un peu spécial. Le comité de 3 ans permet aux collaborateurs de Lucas qui ont plus de 3 ans d'ancienneté de décider par eux-mêmes du salaire qu'ils souhaitent. Donc aujourd'hui, on a plus de 130 collaborateurs, en tout cas la dernière fois il y avait 130 collaborateurs qui avaient plus de 3 ans, qui pouvaient prétendre à ce comité-là, et 10 qui ont fait une demande d'augmentation et donc d'être payés plus que ce que la grille leur attribuait mécaniquement. Donc comment ils ont fait ? D'abord, ils ont rédigé une petite note en expliquant pourquoi, comment, qu'ils ont envoyé à leur manager et à l'équipe RH. Cette note, elle mettait un peu, j'avais 50, en fait je demande 60, très bien, argumentaire. On prend pas les demandes de moins de 2000 €, donc on n'est pas sur, je veux juste, entre guillemets, avoir 500 € de plus, on est sur des demandes relativement conséquentes. Et une fois qu'on a fait ça, on centralise ces demandes-là, et pendant une session donnée, toutes les demandes, on avait 10 l'année passée, donc 10 sur 130, c'est pas tout le monde, mais c'est quand même certaines personnes qui vont dire, moi, pour telle et telle raison, je pense que la grille
actuelle de chez Lucas ne reflète pas la valeur que j'apporte à la société et ma valeur de marché. Et donc, ça peut se comprendre. Hein. Parfois, il y a quelqu'un qui va être, un peu à mi-chemin entre deux qualifications, et donc sa double casquette est pas très bien valorisée. Certains vont juste avoir, des éléments particuliers dont on n'a pas pris connaissance, et donc certaines demandes vont être plus soyées par le manager, l'équipe RH, d'autres vont susciter des questions. Et donc moi, parfois, j'ai dit, moi je suis pas en faveur de cette demande-là, je la trouve pas cohérente par rapport à un tel et un tel qui sont dans des situations similaires. Et donc il y a un débat d'idées qui va durer, on va dire 5, 10, 15 minutes maximum autour de ces 10 cas-là. Et ce qui est important, c'est que à la fin, c'est le collaborateur qui a fait la demande qui tranche. Donc très concrètement, on s'est dit, attendez, j'entends vos arguments, mais moi je pense que je vaux 60 et Mordicus c'est 60. Je veux 60. Il aura 60. Et même si son manager, le DRH, le CEO sont contre, il aura 60. Dont acte. Alors après, charge à lui d'assumer ça vis-à-vis de ses petits copains, et puis de délivrer derrière pour que ça se passe bien. Mais en revanche, il aura ses 60. Voilà. Attends, on est en train de parler d'un truc qui est juste dingue, quoi. Je veux dire, là, et alors, je suis vraiment très heureux, moi, de faire ce podcast, justement, parce que c'est tout ce que je veux mettre en avant, et voilà, on montre à travers ce podcast tout ce qui bouge. Donc là, je demande plus, je passe en comité, j'ai 3 personnes très importantes de l'entreprise qui me disent non, pour moi tu vaux pas ça. Ok, je les veux quand même, je les ai. En revanche, ce que j'adore, c'est ce que tu dis, c'est va falloir par rapport aux petits copains justifier le truc parce que tout le monde va savoir que là il est passé à 60 et ça va peut-être susciter un engagement qu'il n'avait pas avant. En tout cas, ça pousse un peu, quoi. Ça oblige, comme on dit. Faut assumer. Et ce que je trouve absolument génial, c'est que le premier comité auquel j'ai assisté, 2 personnes demandent effectivement quelque chose de supérieur. Et assez significativement. Et les 2 ont connu une promotion, je crois, 9 mois après. Et donc, en fait, ont été encore augmentés, sans rien demander. Donc, en fait, elles ont juste prouvé leur valeur. Oui. Et donc, en fait, le fait qu'elles aient demandé quelques milliers d'euros en plus, on avait tous oublié. Là, on était sûr que, voilà, elles se sont données à fond, et donc on les a promues, réévaluées à ce moment-là. Donc, félicitations à elles, et je pense que c'est une des vertus de ce système. Donc, c'est ça, c'est être rémunéré à sa juste valeur, c'est-à-dire par rapport à ce que j'apporte. Et puis, il y a quand même cette notion mais c'est la communauté qui va juger si tu es payé à ta juste valeur. Alors, pour le coup, la communauté, elle peut avoir un avis, mais elle sera pas décisionnaire. Et puis, soyons très clairs, il y a peut-être certains cas dans lesquels la personne s'est arrogée une augmentation supérieure à ce qu'elle a effectivement produit in fine. Nous, on est prêt à assumer. Hein. On est prêt à assumer que sur 550 collaborateurs, il y en a 5 qui est peut-être un peu gratouillé. Ça changerait en fait que nous, on a confiance dans les certaines personnes, enfin dans tous nos collaborateurs justement, et on a confiance dans ce mécanisme-là. Et donc, oui, que on n'ait pas été d'accord. D'ailleurs, ça veut pas forcément dire que nous, en tant que direction, on a raison. Mais on veut créer cet environnement dans lequel les gens sont acteurs de leur parcours chez Lucas. Et donc, oui, à ce titre-là, ils peuvent agir Lucas comme si c'était leur entreprise. Et d'ailleurs, c'est assez frappant de voir certaines personnes. Pour reprendre l'exemple qu'on avait, la grille dit 50, ils ont 60, et puis on débat, et puis ils disent oui, mais en fait, il y avait effectivement des arguments en face que je n'avais pas entendus, et donc finalement je vais proposer, je vais trancher, j'aurai 56, voilà. Et il coupe un peu la poire en deux, en tout cas il fait la part des choses. Je trouve que c'est une attitude responsable, et rien que pour ça je leur tire mon coup de chapeau, voilà. Bravo à eux. C'est vrai que c'est super responsabilisant comme process. Tu disais, voilà, on n'est pas à la maternité. Moi, j'aime bien, je le dis un peu plus, on va dire, à la Jones. Mais moi, j'aime bien dire, Lucas, c'est pas ta mère, quoi. Donc, on est là, effectivement, aussi on est face à des grandes personnes, qui, parfois, ont des familles à charge, c'est des adultes, quoi. Oui, donc, oui. Ils savent prendre des décisions qui sont importantes. Je pense qu'ils en maîtrisent les conséquences. Et si on les a recrutés, c'est parce que on se dit, c'est des gens de confiance, qui fonctionnent bien. A fortiori, s'ils ont 3 ans de maison, ils peuvent se comparer un peu par rapport aux uns et aux autres. Et donc, c'est quelque chose, moi, qui me semble très, très sain. Et juste une question aussi sur la grille. Là, on a connu, depuis quelque temps, là, l'inflation.
la grille, c'est vous qui la revoyez, s'il faut qu'elle soit revue, ou est-ce qu'il y a aussi des collaborateurs qui vous disent hop, on pense que la grille, là, elle est un peu... Spot on, Flaubert. Oui. Alors ça, c'est une nouveauté qu'on a instaurée l'année passée, et donc je suis très content. On a effectivement une grille qui est revue tous les 6 mois. Nous, on a une enveloppe dédiée aux augmentations, et dans cette enveloppe-là, on en garde une partie qui est gérée en autonomie par les ambassadeurs des collaborateurs. Donc les ambassadeurs, c'est qui? C'est des collaborateurs volontaires. Okay. Donc il y a 2 personnes pour les commerciaux, une personne pour le service informatique. Enfin voilà, chacun élit, entre chaque service élit, on va dire son représentant, un ou plusieurs, si c'est un gros département. Et pendant une matinée, ils vont dire, bah voilà, nous on pense que par rapport à la grille, il faudrait faire un petit coup de pouce pour telle fonction, rien pour celle-ci. En revanche, celle-là, on est vraiment plein de retours, ils sont vraiment beaucoup en dessous du marché. Et donc ils vont entre guillemets pitcher un petit peu leurs augmentations par rapport à ça. Ils vont pouvoir débattre, échanger leurs idées. Et puis à la fin, on dira bon bah voilà, en fait, on est une enveloppe qui correspond à temps. Là, si on fait la somme de toutes les demandes, bah on est un petit peu au-dessus. Comment est-ce qu'on se débrouille pour gérer ça? Et puis après, on va appliquer tel quel les augmentations demandées par les ambassadeurs. Donc la grille, c'est effectivement co-construite par l'équipe RH, mais aussi par des collaborateurs. Et ça, c'est tous les 6 mois? Ça, c'est tous les ans. Alors la grille est mise à jour tous les 6 mois. On a une grosse augmentation au printemps avec l'aide des ambassadeurs. Et puis on fait des petits ajustements en octobre pour être bien agile. Écoute, c'est fou. Alors, je me dis que on pourrait passer des heures à discuter de tout ce que vous faites en termes de management des ressources humaines chez Lucas, mais non, vraiment, c'est formidable. Et je comprends mieux. Alors, je sais pas si je peux le dire, si je peux pas le dire, on le coupera. Mais quand je suis arrivé, tu me disais, ah bah tiens, j'étais avec des Japonais qui voulaient discuter de comment on gérait des choses chez Lucas, qui sont venus du Japon. Je comprends mieux. À mon avis, tu te posais la question, mais moi, j'ai la réponse. Je sais pourquoi ils étaient là. Ouais, j'avoue, c'était une expérience assez bluffante de voir des gens qui ont littéralement fait le tour du monde pour venir nous parler, quoi. Donc, c'est effectivement, je pense culturellement, effectivement, il y a un gros décalage entre le Japon et la France. Moi, enfin, à titre personnel, je suis très heureux, très fier d'être le porte-voix de ce que à 550 on est en train d'écrire comme culture d'entreprise et qui me semble avoir plein de vertus. Alors ça convient peut-être pas à toutes les organisations, hein. Ah oui, peut-être. Mais en tout cas, je trouve qu'on le vit bien et j'aimerais bien qu'on arrive à faire perdurer cet esprit, cette culture le plus longtemps possible. Alors justement, imagine, je suis un DRH, une DRH, j'écoute cet épisode et je me dis tiens, moi j'ai envie de rentrer en tout cas dans ce cercle vertueux. J'ai envie d'y aller, je me pose des questions. C'est quoi tes conseils? C'est quoi les pièges à éviter si jamais tu veux rentrer dans une transparence en termes de rémunération? Ouais, alors moi j'aime bien, on va dire en 3 étapes vers cet élément-là. Le premier point, c'est de s'assurer de l'alignement des différentes parties prenantes. On va pas se lancer dans la transparence des salaires sans un fort investissement ou implication ou soutien du big boss, du comité de direction. Souvent c'est en plus les plus grands salaires, donc il faut que eux assument aussi. Mais il y a eux, mais il y a éventuellement aussi les instances représentatives du personnel, et puis juste sentir un peu le pouls des collaborateurs, hein. Si à la machine à café vous testez la vie avec 2, 3, 4 personnes et que vous dites non mais attends ton truc jamais chez nous, faut pas y aller. Deuxième élément, si vous dites ok on peut le faire, il y a une étape intermédiaire que j'aime bien, qui est la grille. Avoir une grille de salaire qui elle est transparente et qui permet de donner un peu l'algorithme pour voir comment on va calculer les salaires à terme dans la société, ça permet, sans révéler qui a quoi et comment chacun est positionné sur la grille, au moins de donner les règles du jeu. Et puis après, il y a le troisième temps qui sera effectivement, arriver à rendre tout ça libre. Moi, mon hypothèse, c'est que en faisant la grille, on va se rendre compte qu'il y a des écarts, qu'il y a peut-être telle personne qui a pas mal négocié, telle personne qui est peut-être un petit peu en retrait. Donc pour moi, il y a un temps pour dire, peut-être sur 1, 2 ou plusieurs cycles de réévaluation salariale, on va ajuster pour avoir quelque chose de cohérent. Et une fois que c'est cohérent entre ce qu'il y a et la grille, là on peut le partager et le révéler. Mais faire tout ça d'un coup, ça risque d'être potentiellement un peu rock'n'roll, donc je suggère d'y aller pas à pas. Tranquille, ok, y aller pas à pas en effet. Et oui, il faut qu'il y ait une cohérence déjà pour ensuite pouvoir communiquer, parce que
Si c'est pas le cas, ça risque en effet d'engendrer quelques problématiques. Ok, parfait. Écoute, je te propose qu'on passe à la suite des thématiques qu'on avait décidé d'aborder. Et donc, la deuxième thématique, c'est la suppression du variable. Alors, on est un peu dans la même logique, toujours cette logique rémunération, mais supprimer le variable, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors moi, j'ai connu des organisations où fixe, variable, on se prenait la tête tous les 3-6 mois ou chaque année, égaux, on y va, il faut calculer, aller chercher des chiffres de partout, mobiliser des gens, etc. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Moi, j'ai été entrepreneur et j'avais des commerciaux parfois qui étaient pas d'accord sur qui a vraiment closé ce deal, parce que toi tu as commencé, moi j'étais en vacances après, moi qui disais mais attendez, ce deal là, moi j'ai fait 90% du boulot, alors ok, c'est toi qui l'as fait. Donc c'est compliqué. Donc il y a effectivement la force de la simplicité là-dessus. Un élément sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'effectivement il y a aucun variable pour les commerciaux chez Lucas, c'est la perspective de temps long. Concrètement, quelqu'un qui va signer des méga deals coup sur coup, il n'aura effectivement pas de différence à la fin du mois sur sa fiche de paie. Néanmoins, nous on se dit, tiens, là il y a un potentiel, et le jour où il y a le temps des promotions, un poste qui se libère, bien évidemment on va penser à cette personne-là en premier lieu. Donc, l'incentive pour le collaborateur, elle n'est pas immédiate, elle est juste sur un horizon de temps un petit peu décalé. Et nous, on arrive à valoriser ce parcours-là. Et c'est comme ça que on a des gens qui sortent d'école et puis 2 ans après, on les voit à la tête d'une équipe. Parce que juste, c'est des top performeurs. Alors, ok, ils n'auront pas eu un pourcentage du deal qu'ils ont signé, mais ils vont être top. En plus de ça, ça permet de créer une super ambiance d'équipe. On n'est pas en train de se battre pour avoir tel et tel. Oui. Exactement. Et puis même, le dernier point, c'est que nous, on a un variable global, Lucas, qui s'appelle l'intéressement, Okay. qui est un dispositif que on a la chance d'avoir en France. Et nous, pour le coup, on joue ce jeu-là, on joue à fond, d'un variable qui peut représenter plusieurs milliers d'euros. Il a dépassé les 4 000 euros l'année passée pour les gens qui étaient présents à temps plein. Donc, c'est significatif. Et là, pour le coup, que je sois commercial, que je sois celui qui a généré le lead, le marketing, celui qui l'a closé, le commercial, ou celui qui va le déployer au customer success, tout le monde va être main dans la main pour l'obtenir. Puis bien sûr, j'aurais pu signer les développeurs qui ont construit l'outil qu'on va effectivement vendre, et puis même l'équipe RH, parce que nous aussi, on a le droit à cet intéressement. Donc, quand on veut, nous, on a une valeur sur l'entraide, il me semble assez cohérent de dire le variable va être collectivisé et donc l'entraide va être favorisée. Et donc le variable, en fait, c'est l'intéressement. En fait, vous utilisez la règle de base de la loi française, qui est de dire, ok, on verse de l'intéressement, on ne verse plus de variables bonus, primes, etc., mais on met tout sur cet intéressement qui est globalisé. Exactement. Et ça veut dire que vous utilisez quand même ce non-variable pour... vous le prenez en compte dans la grille de rémunération, c'est-à-dire que vous positionnez sur une grille qui est un peu au-dessus de ce que fait le marché, ou vous êtes vraiment sur ce que fait le marché? Pour définir notre grille de salaire, on va se baser à la fois sur les retours terrain, est-ce qu'on a des difficultés à recruter, qu'est-ce que nous disent les candidats, sur l'enveloppe financière qu'on a, mais aussi sur des benchmarks. Et ces benchmarks, souvent, ils sont présentés avec base fixe et base variable. Et donc, on va effectivement prendre en compte une partie, entre guillemets, du variable théorique que nous donnent ces benchmarks dans notre prise en compte du fixe. Donc, on va en gros un peu gonfler le fixe de base. D'accord. Et effectivement, ça peut être complété par un variable. Après, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Les variables dans des populations sales, ça peut atteindre des montants qui sont vraiment, vraiment très conséquents. Et même avec un intéressement, on sera en dessous. Et dans une population comme les RH, les variables, souvent, c'est un petit peu plus léger. Oui. Donc là, l'intéressement, c'est juste que c'est pour tout le monde. Et on essaie d'effectivement faire la différence avec ces parcours de carrière dynamique. Lucas, ça double de taille tous les 2 ans, quand même. Donc, on a besoin des meilleurs talents pour prendre ces initiatives-là. Et on pense que ce dispositif sans variable, mais avec un intéressement de plus long terme est intéressant. Et même, toujours sur cette perspective de temps long, on a l'actionnariat salarié qui, moi, me semble intéressant. Faut savoir qu'on a 100 collaborateurs, près de 100, je crois que c'est 101 ou 99. On a vraiment ces 100 collaborateurs qui sont aujourd'hui associés chez Lucas, qui ont
ensemble près d'un tiers du capital, donc c'est pas négligeable. Non, oui, c'est Donc important. on n'est pas une scope, mais c'est aussi une façon de dire on vous implique et il y a une autre forme de variable qui est cette valeur ajoutée qu'on crée et on veut en faire bénéficier tout le monde sur un temps long parce que ça aussi c'est du long terme. Et ça, il faut une certaine ancienneté pour être actionnaire? Pas forcément. Non. On peut recruter des candidats en leur proposant D'accord. directement l'actionnariat, mais des candidats qui ont entre guillemets des pédigrés Oui. qui le justifient. Et inversement, on a des top performers qui effectivement au bout de 3 ans peuvent devenir associés. Ça, c'est venu. Et ça veut donc dire qu'on peut recruter des sales sans leur donner de variables. Parce que, en général, capitaine. on associe, voilà. Donc, Oui. vous y arrivez. Mais peut-être pas n'importe quel sales. Enfin, à nouveau, c'est comme la question de la transparence. Il y a des sales qui vont dire, mais attendez les gars, moi c'est pas ma culture, no go. Très bien. Éclate-toi dans des structures dans lesquelles c'est la culture. Nous, c'est pas notre modèle. Et nous, on est une école à apprendre aussi, parce que nous, on prend des juniors, on les forme, et on va le faire avec un état d'esprit qui est l'état d'esprit de Lucas, qui est un état d'esprit que j'adore et que j'aimerais qu'on promeut. Mais c'est pas la tasse de thé de tout le monde. Donc, Non, après, de toute façon, c'est une rencontre. Et il faut que ça fitte et il faut que la Exactement. personne se dise, OK, moi, je suis pas accro à mon variable, puis j'ai bien compris que j'avais de l'intérêt et de l'intéressement à aller travailler chez Lucas. C'est quelque chose que vous affichez, ça, cette transparence, la suppression des variables dans vos valeurs, ou sur lequel vous communiquez beaucoup ou pas encore? tu vois, on communique au Japon, on communique. Ah bah oui. Non. Alors oui, on aime répondre. On a souvent pas mal de demandes, de prise de parole sur le sujet, donc on communique là-dessus. En revanche, sur le fond, on est relativement discret au sens où, tu vois, la transparence salaire, c'est en interne et pas en externe. Mhm. Et on n'a pas besoin d'afficher entre guillemets ces éléments-là partout. En revanche, sur nos fiches de poste, on partage effectivement la fourchette envisagée et dès les premiers échanges, on est très transparent là-dessus. Ok, écoute, merci beaucoup, parce que je pense que c'est un épisode très riche sur le fond et sur tous ces éléments qui sont novateurs et à mon avis, il y a pas mal de gens que ça va intéresser. Potentiellement, tu vas peut-être être contacté à droite à gauche pour dire « Attends, j'ai entendu, mais j'ai des questions à te poser, etc. » Avec plaisir. On va terminer par les 3 questions que j'ai l'habitude de poser à mes invités. La première question, c'est, tu te remets il y a quelques années, tu commences une carrière dans les RH et tu as toute l'expérience que tu as aujourd'hui et la vision que tu as de la fonction RH. Quel est ou quels sont les conseils que tu donnerais à ce jeune Charles qui débuterait dans les RH? Alors, cher Charles, toi qui termines tes études et qui va commencer ta carrière professionnelle en tant que RH, moi je me souviens à l'époque, j'étais pas mal attiré par les noms des entreprises. Voilà, un nom qui peut me rassurer, qui peut faire envie. Il me semble important également, surtout quand on est jeune, qu'on n'a pas conscience de l'importance que ça a, de prendre un soin extrême sur la qualité de la relation managériale. Voilà, on rejoint une entreprise, mais on quitte un manager, et je pense que c'est absolument essentiel d'avoir des managers qui forment avec un niveau d'exigence important. Ces premières années de la vie professionnelle, elles sont importantes, et donc vraiment est le meilleur des managers. Et 2, ne sous-estime pas la culture. C'est pas un 20 mots, c'est pas que du bullshit. Immerge-toi, écoute les prises de parole des personnes de la société que tu vas rejoindre pour voir effectivement si tu t'imagines travailler avec ça. Et donc, je vais dire, stalk tout ce que tu peux trouver sur cette entreprise-là. Parle à des gens qui travaillent dans cette entreprise, mais qui seraient peut-être pas forcément ton équipe, pour prendre le pouls et voir si c'est un repère de requin, un repère de bisounours ou des uluberlus qui prônent la transparence. C'est quelque chose qu'on met souvent en avant, ça, quand on accompagne des candidats ou candidates dans un process de recrutement. Ça se joue à 2 niveaux. Et c'est aussi eux, leur job, d'aller creuser en entretien, de voir si les valeurs, elles sont incarnées ou pas, de voir s'ils se projettent ou pas dans l'entreprise. Et en fait, c'est ce que tu dis à travers ces 2 conseils. C'est leur job à eux de passer au tamis de leurs valeurs. C'est un job de trouver un job. Ouais. C'est un job de trouver un job. On est d'accord. Ok. Deuxième question. T'as un livre à nous recommander, là? Alors, je peux en dire plusieurs? Ben, bien sûr. Ah, trop chouette. Alors, comme on est sur un podcast RH, je pense qu'on peut parler de pas mal de podcasts RH. Sur le bien-être au travail, je trouve que
Sean Anchor avec The Happiness Advantage est extraordinaire. C'est une des vidéos de TED, moi, qui m'a le plus marqué et que j'adore, notamment à l'époque de Bloom. Quand je suis devenu DRH, il y avait pas mal de livres sur le recrutement que je trouve intéressants. Il y a notamment celui d'Antoine Fraisse que je trouve assez intéressant sur la méthode pour recruter les meilleurs, qui est intéressant. Donc ça, c'est intéressant. Antoine Fraisse, pas Tresse. Antoine Fraisse, c'est notre cher assureur que je salue. Et puis, à titre personnel, parce que ça fait partie des livres que je préfère. Alors, je pense qu'il m'en faudra un grand, j'allais dire l'insoutenable légèreté de l'être, mais il m'en faudrait un plus long, parce que si je suis une déserte, je m'enquiquinerai un peu, donc il me faudra un truc qui dépasse les 1000 pages. Et je pense que les frères Karamazov seraient top, et que je pourrais relire le dialogue du Grand Inquisiteur avec passion, parce que c'est une source de méditation extraordinaire. Eh ben merci pour ces conseils lecture et j'aime bien aussi le conseil TED, c'est important, ça élève et ça inspire, donc merci. Allez, dernière question, est-ce que tu as une personne à me recommander là pour un prochain épisode, quelqu'un à qui je pourrais aller tendre mon micro et ce serait au moins aussi intéressant que toi. Ça va être dur, je te le dis, ça va être dur, mais voilà, n'hésite pas, donne-nous un nom. Mais quelqu'un dans la RH, pour le coup. Oui, là pour le coup. Sinon, je t'aurais suggéré Damasio, parce qu'il a aussi fait une super conférence TED et je pense qu'il aura une vision du monde du travail assez dingue. Faudrait lui en parler. Parfois, j'aimerais bien. Je suis en train de m'ouvrir. J'ouvre un peu aussi, tu vois, là, j'ai discuté avec quelqu'un aujourd'hui, je pense je vais l'inviter dans un prochain épisode. On va faire le lien quand même avec les RH, mais donc, voilà, tu peux nous donner 2 noms. Allez. Waouh, la chance que j'ai. Non, pour de vrai, il y avait Servan Petit que j'adore, mais que tu as déjà échangé. C'est fait. Et ils font des choses top. Moi, il y a un groupe, je veux dire un gang que j'adore, qui est la Fabrique Spinoza. Mm-hmm. Et qui a notamment une groupe sur le bien-être, le bonheur au travail. Okay. Et donc, il y a Alexandre Josse qu'on connaît, mais Amélie Motte aussi est très en pointe sur ces sujets-là. Chacun de mes échanges avec elle est toujours ultra rafraîchissant. Et donc, l'un ou l'autre, je pense que ça peut colorer d'une patte bonheur, parce que on fait aussi un peu ce métier pour donner de la joie aux gens. Donc, intéressant d'avoir leur avis d'experts et qui, je trouvais, souvent très étayé, très scientifique du sujet. Eh ben, super. Merci beaucoup, Charles, pour tout ce que tu nous as donné dans cet épisode. Et puis, écoute, on va suivre la croissance de Lucas, et puis on va écouter ce qui se dit au Japon aussi, ok ? Avec plaisir. Merci, Charles. Ciao. À bientôt. Allez, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de 13e mois. S'il vous a été utile, partagez-le à votre entourage RH pour qu'il les aide à leur tour. Et puisqu'on y est, mettez une note 5 étoiles et un petit commentaire pour que ce podcast puisse profiter à un maximum d'acteurs de la communauté RH. Pour recevoir encore plus de ressources sur le secteur des RH, c'est simple, abonnez-vous à ma newsletter. Le lien est en description de l'épisode. Et pour finir, si vous avez des besoins en recrutement ou en coaching, la Manufacture RH se fera un plaisir de vous accompagner. Il vous suffit de me contacter directement sur LinkedIn. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.